café, ça me saoule. Tu as demandé à François Ruffin ? Bah non, non, je n'ai pas demandé à François Ruffin s'il avait du café. Mais, j'ai du boulot, moi, un peu. Parle-en à François Ruffin, quand même. Ah ouais, faut que je lui parle de la charge mentale des femmes aussi, peut-être, pendant qu'on y est. Ouais. En vrai, demande-lui son avis, ouais. Ah ouais. Et puis il n'y a plus de PQ, je demande à François Ruffin aussi. Bah pour ça, prends sa BD. Ah ouais, ça c'est pas con par contre. Bonjour et bienvenue dans le récap. Nous sommes le lundi 18 mai et aujourd'hui, vous n'avez pas pu passer à côté, tout le monde en a parlé ce week-end. La BD de François Ruffin, autoproclamé député reporter. Alors ne cherchez pas Milou ou le capitaine Haddock dans cet album Picardie Splendor, il n'y a de place que pour Finfin, l'héroïque justicier. Au fil des pages et des cases, il déroule ses petites histoires comme un interminable numéro d'autopromo, chaque anecdote soigneusement calibrée pour nourrir son ego et surtout huiler sa campagne présidentielle. Et puis en toile de fond, évidemment, ce que cette BD donne à voir, c'est surtout le regard que porte François Ruffin sur le monde. Et c'est là que ça coince. Paternalisme permanent, clichés racistes et coloniaux à gogo, j'en passe et des meilleurs. Pour faire simple, c'est le bingo de la gauche molle. Une planche a particulièrement fait parler d'elle. Faut dire qu'elle est quand même au tout début de l'album, on peut pas la louper. Et elle a le mérite de donner le ton. Alors l'histoire se déroule dans un train. Finfin est donc au téléphone, parce que vous le savez, c'est un mec super occupé qui travaille beaucoup pour sauver le monde. Alors en bon citoyen qui respecte les règles, il se lève pour aller dans l'interwagon, là où on a le droit de passer des coups de fil, et ne pas déranger tout le reste de la rame avec ses petites affaires d'homme important. Et paf, il tombe sur un contrôleur SNCF entouré de 2 policiers affairés auprès d'une dame noire qu'il verbalise pour une erreur de billet à hauteur d'1,20 €. Nous sommes donc face au grand banditisme ferroviaire dans cette affaire, retenez-le. Alors que le contrôleur annonçant la sanction est présenté quasiment au bord des larmes avec des grands yeux clairs comme ça et le sourcil un peu tombant, la femme noire, elle est caricaturée, la bouche grande ouverte, les traits déformés de colère, occupée à se mettre du vernis à ongles pendant qu'elle hurle sur le trio d'uniformes. Alors ces derniers la menacent de la faire sortir du train, on le rappelle, pour une fraude abyssale de 1,20 €. Ça c'est la partie assez réaliste, remarquez. Finfin, pendant ce temps-là, il est toujours au téléphone et c'est là qu'arrive un nouveau personnage qu'on identifie comme un homme arabe et barbu. Il prend la défense de la dame après que l'un des policiers l'ait tutoyé et se voit lui aussi évidemment menacé d'expulsion du train parce qu'après tout, pourquoi pas, c'est comme ça que ça marche dans ce pays. Et c'est là que le député reporter raccroche enfin son foutu téléphone et peut sauver le monde. Il demande alors le prix de l'amende, 11 €. Il s'insurge que le train soit immobilisé pour une somme si modique et sort, bon prince, sa carte bleue pour s'acquitter du montant. Pendant ce temps-là, les flics, ils continuent leur petit jeu, évidemment, on ne va pas changer une équipe qui gagne. Ils tutoient la dame, puis, alors qu'elle n'a pas réagi, lui jettent le ticket de la contravention en plein visage. L'homme maghrébin s'insurge de la situation et demande pourquoi vous vous comportez comme ça aux policiers qui menacent, encore une fois, de sortir les 2 passagers racisés, alors même qu'on le rappelle, le billet de la dame est désormais payé et que l'homme est donc en règle. Finfin, le député reporter, est toujours présent, mais ce qui ressemble nettement à un abus de pouvoir et à une situation de discrimination raciste ne l'émeut pas particulièrement. Son inquiétude à lui, c'est que le train, il reparte. Voilà, il a besoin d'aller à Paris. C'est un homme pressé, on vous l'a dit, donc il demande le calme, expliquant que l'incident est clos. Un des flics répond évidemment « D'où vous me commandez ?» Encore une fois très réaliste. Ruffin répond alors « Je ne vous commande pas, simplement, comme tous les voyageurs, je souhaite que le train reparte. » Pas mettre fin aux violences et aux discriminations perpétrées par des forces de l'ordre. Ça se saurait. À titre mémoriel, comme ça, petite parenthèse, souvenons-nous qu'en 2017, comme le rappellent habilement les collègues de Contre-Attaque,
François Ruffin avait refusé de soutenir la famille d'Adama Traoré, mort asphyxié dans un commissariat, on le rappelle, parce qu'il n'était pas tellement convaincu par l'histoire. Regardez. Aujourd'hui, j'ai entendu les propos, j'y étais déjà sensible puisque j'ai publié un papier, mais je ne vais pas me positionner avant d'être intimement convaincu et je veux faire mon travail, que en toute matière, je commence par mener l'enquête d'abord. Et donc, ce à quoi je peux m'engager, c'est à vous recevoir, que vous me filiez les preuves, qu'on regarde le dossier, et que je mène l'enquête, que j'en sois intimement convaincu. Ouais. En revanche, Ruffin était beaucoup plus convaincu par l'affaire Quentin de Ranc. Alors là, pas eu besoin d'enquête, de preuves, de je ne sais quoi, qu'on vienne le supplier avec un dossier là pour foncer sur Twitter et prendre position manu militari. C'est simple, le nasillon n'avait pas encore rendu l'âme que Finfin avait déjà publié un communiqué appelant à ce que les antifas soient sévèrement punis. L'enquête, le jugement. Quand c'est Alice Cordier qui raconte l'histoire, François Ruffin, il est aussitôt convaincu. C'est fou quand même. Bon, revenons-en à notre histoire de BD, parce que l'affaire du train, elle se finit pas là-dessus. Nous en étions au moment où le député reporter, auréolé de sa propre sagesse, parvient à apaiser la situation au nom de l'intérêt collectif afin que le train puisse enfin repartir. Mais c'était sans compter sur l'homme arabe, effronté évidemment, qui ose la ramener en disant « Voilà ce qui se passe quand ils font monter leur chien de garde ». Une observation, somme toute, assez factuelle de la vie ferroviaire et policière française, mais qui n'est pas du tout du goût de Finfin, qui veut que le train parte à l'heure. Ce dernier se retourne alors vers le monsieur représenté tout penaud face à tant d'autorité naturelle du député et lui dit « S'il vous plaît, monsieur, vous respectez la police ». Dans la case suivante, Ruffin s'adresse au policier en lui demandant à son tour de respecter son uniforme, ajoutant « Votre rôle, c'est de rétablir l'ordre, pas d'introduire le désordre ». Avant que tout ce beau monde autoritaire ne finisse par sortir du train en râlant. Voilà, bon. Alors, aussitôt, on voit Ruffin représenter de 3/4, le torse bombé, l'air fier de lui, face à l'homme maghrébin, lui pétri de honte, qui regarde ses pieds, les mains jointes, qui s'excuse de s'être énervé d'une situation, on le rappelle, absolument révoltante, mais peu importe, et qui remercie Finfin, le sauveur blanc, d'être intervenu. Et cette posture de sauveur blanc, là, elle revient beaucoup dans la BD. C'est d'ailleurs ce qui a ulcéré ses détracteurs, et ils sont nombreux. On peut parler aussi de cette planche où Fatia, une femme voilée, se plaint de discrimination qu'elle aurait subie de la part d'un restaurateur d'Amiens. On vous explique que le pauvre homme, il traverserait une mauvaise période à cause du Covid et que bien sûr tout ceci n'a rien à voir avec l'islamophobie qu'on lui reproche. D'ailleurs, la femme du restaurateur, dit-il, est elle-même marocaine et ne parle qu'à peine français. Comment pourrait-il être raciste après tout ? Enfin, c'est impossible. Tout ça, ce serait finalement juste un peu de parano de la part de cette femme voilée, Fatia. En plus, depuis qu'il a été accusé, ce pauvre restaurateur, il dort plus. Voilà, donc c'est terrible, ça a détruit des carrières. Ces accusations de femmes là, Fatia et ses amies, elles conviennent qu'elles se sont emportées finalement et que peut-être qu'elles ont mal compris, et puis au final tout le monde rit ensemble de bon cœur. Et cette fin heureuse, elle existe grâce à qui ? Je vous le donne en mine. Grâce à Finfin, parce qu'il a réuni tout ce petit monde dans sa permanence parlementaire afin de se parler et de se comprendre enfin. Merci Finfin. Grâce à toi, le monde va encore un peu mieux. Voilà à quoi elle sert, cette BD. Montrer le candidat de Picardie debout comme un grand pacificateur, un maître du dialogue, capable de réconcilier une France fracturée. Ah, c'est beau tout ça, mais en fait, ce qu'on voit, c'est surtout un gros déni de réalité et cette insupportable tendance à renvoyer dos à dos l'oppresseur et l'opprimé. Je vais emprunter les mots des camarades de contre-attaque, dont je vous invite évidemment à aller soutenir le travail. Dans un cas d'intervention policière abusive et raciste, il veut rabibocher des policiers d'extrême droite et une victime de racisme. Il ne cherche pas à lutter contre une oppression, ni même à sanctionner l'injustice, mais à asseoir
asseoir les opprimés et les oppresseurs à la même table. C'est un imaginaire de droite, celle du statu quo, celle du maintien de l'ordre. Depuis que la gauche existe, elle porte au contraire le conflit. Conflit de classe entre patrons et ouvriers, conflit antipatriarcal, des femmes en lutte contre l'exploitation des hommes, conflit entre colonisés et colonisateurs, conflit antiraciste évidemment, parce que lutter contre les injustices, c'est imposer un rapport de force, mener le combat, déranger un ordre établi profondément injuste, pas dire à tout le monde de se calmer pour que le train reparte. Et évidemment, Ruffin fait tout l'inverse, vous l'avez compris. Ne cherchez pas d'analyse systémique ou de réponse politique aux situations qu'il énonce. Il n'y en a jamais. Rien que sur la première histoire, celle du train, là, il n'y a pas un mot sur les transports trop chers. La privatisation à marche forcée qui dégrade les conditions de travail des cheminots et les conditions de voyage des usagers. Rien sur la chasse aux précaires qui ont lieu dans les wagons. Ne cherchez pas dans ces pages de projets politiques concrets. Il n'y en a pas. La seule solution qu'on nous importe, c'est l'intervention d'un homme providentiel, celle de Ruffin, évidemment. Et derrière l'image du mec simple, comme ça, là, un peu proche des travailleurs, sans charisme ni cravate, François Ruffin, c'est quand même beaucoup d'égo et d'ambition. C'est le personnage principal, on a bien compris. Puis depuis qu'il a commencé à rêver de l'Élysée, il touche tout bonnement plus terre. Et surtout, il a perdu toute boussole politique. Désormais, seul le résultat compte. Il veut arriver à ses fins, il veut se faire élire et donc il doit se frayer un chemin dans l'offre de gauche, quitte à flirter avec des lignes rouges, notamment empruntées à l'extrême droite, oui, il faut le dire, et tout ça à des fins électoralistes. On a déjà dénoncé ici, il y a à peine quelques semaines, sa fâcheuse tendance au souverainisme et ses sorties hostiles à l'immigration. Son créneau, évidemment, on le sait, c'est les classes populaires, ça ne fait pas de doute, celles qui sont de plus en plus attirées par l'extrême droite. Et Ruffin, il essaye d'aller les chercher en jouant à un jeu dangereux. Dangereux, on le sait, parce qu'il n'est pas le premier à le faire. Toute une frange de la gauche, en Europe notamment, a déjà tenté d'adopter des positions ouvertement anti-immigration et potentiellement raciste, forcément ça va avec, en essayant de faire la même chose. Et ça finit mal. On le sait, rien de bon n'en est sorti, si ce n'est de renforcer ce contre quoi on prétend lutter. Surtout qu'il ne faut pas suivre les aventures de fin très assidûment pour savoir que c'est pas vraiment le premier qu'on appelle pour lutter contre le racisme, même hors campagne présidentielle, ça fait pas de doute. Et même quand c'est le cas, il a fout. François Ruffin, une dernière question. Vous allez manifester le 10 novembre prochain contre l'islamophobie, parce que vous avez signé la tribune contre l'islamophobie. Moi, j'étais à Bruxelles en train de manger des frites et des gaufres avec mes enfants, donc c'est pas mon truc. Maintenant, je vais vous dire... Attendez, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous l'avez signé... J'irai pas dimanche, je joue au foot. Face au tollé suscité par sa BD, Mediapart a interrogé François Ruffin. Et comme ils ont de la chance, il leur a répondu. Parce que moi, je vous le dis, Lisa Lapp, elle est un peu jalouse parce que la dernière fois qu'elle a tenté, elle s'est pris un gros vent. Est-ce que vous pouvez clarifier votre sortie sur l'immigration de travail? Je vais le faire maintenant. C'est important. Je l'ai fait ce matin très longuement sur BFM. Donc vous pouvez pas le faire sur le média parce que BFM, c'est pas trop notre ligne. C'est dommage. C'est dommage. C'est dommage. Mais nous ne sommes pas ici pour régler nos comptes personnels, évidemment, et on préfère toujours lire Mediapart que BFM, alors ne nous plaignons pas. Donc, François Ruffin conteste l'accusation de sauveur blanc qui lui a été moultement adressée. Pour lui, il est plutôt un pompier qui tente d'éteindre un incendie. Ce sont ses mots. Les pompiers apprécieront de ne pas être considérés par François Ruffin comme des sauveurs. Mais là n'est pas le propos. Selon le député reporter, la planche du train, c'est justement, je cite, « la France qu'on ne veut pas, celle où les agents du service public se montrent agressifs, tutoient. Je vois le wagon se déchirer pour un billet à 1,20 €. C'est comme une allégorie de ce que je ne veux pas pour mon pays, dit-il. Et soit j'assiste passif au racisme et à une forme de violence, soit j'interviens avec ma modeste autorité de député. Ça ne renoue pas le dialogue, mais ça permet déjà que le train reparte. Et ça ne déconstruit pas non plus l'imaginaire colonial, ça ne lutte pas contre le racisme ou le sexisme, mais effectivement, François, ça lutte contre les retards de la SNCF. Et c'est déjà ça, merci beaucoup.
Alors, une lecture que ne partage évidemment pas du tout la première vice-présidente de l'Assemblée nationale, Nadège Abomangoli. Pour l'Insoumise, les rapports de domination racistes sont complètement invisibilisés. On dirait qu'il n'y a que des gens qui n'arrivent pas à se comprendre. Elle poursuit, pour François Ruffin, il suffit de se parler. L'islamophobie et le racisme que vivent les personnes racisées ne sont que des incompréhensions. Et dans le même article, Sandrine Rousseau, la députée écologiste qui partage les bancs de l'Assemblée avec François Ruffin, ne cache pas, elle non plus, son malaise à la lecture de la BD. Pour elle, c'est l'impensé du discours politique de François Ruffin qui explose dans cette BD. Il défend des secteurs où se concentrent particulièrement des femmes racisées, mais n'a aucune vision en termes de lutte féministe et antiraciste. Et au sujet justement de la scène du train, elle s'agace, encore une fois, je la cite, « En l'occurrence, il ne cherche pas à arrêter le délit raciste qui est commis. Il pourrait se servir de son statut de député pour saisir la hiérarchie, mais non, il paye. Et en plus, il rappelle à l'ordre l'homme qui subit le racisme. » Et tout cela, évidemment, ne date pas d'hier. François Ruffin traîne depuis longtemps ses ambiguïtés et ses impasses sur les questions antiracistes, notamment. Il a été repris, critiqué, alerté à maintes reprises, sans que cela ne provoque la moindre prise de conscience. Avoir un angle mort, ça peut arriver. Refuser obstinément de le corriger, c'est un choix politique en l'occurrence, et un choix qui en dit long, surtout dans une France de plus en plus fracturée, justement, par le racisme, particulièrement quand on prétend à la fonction suprême et encore davantage quand on se revendique de gauche. Et on fait une petite pause avant de continuer avec le reste de l'actualité. Vous le savez, je vous le dis toujours, sans vous, pas de récap, mais pas de médias non plus. Et en l'occurrence, on a besoin de vous. Nous devons réunir 10 000 donateurs mensuels avant le 30 juillet. C'est notre objectif pour assurer la survie du média. À un an de 2027, garantir un média audiovisuel indépendant qui produit un véritable contre-discours est évidemment vital pour la démocratie. Alors faites partie des 10 000 à sauver le média à partir de 5 € par mois, et c'est défiscalisable. Pour toutes les infos, rendez-vous sur 10k.lemediatv.fr. Merci infiniment. Et vous le savez, si vous aimez le récap et que vous avez envie qu'on discute ensemble, de connaître les coulisses de l'émission ou même de choisir et de proposer des sujets, je vous attends sur le canal de discussion Instagram. Le lien pour le rejoindre est dans la barre d'infos. Et on poursuit avec le reste de l'actualité et la suite dans l'affaire des violences dans le périscolaire à Paris qui semble prendre toujours plus d'ampleur. La justice a annoncé ce dimanche 17 mai une enquête sur pas moins de 84 écoles maternelles, une vingtaine d'écoles élémentaires et une dizaine de crèches. Selon la procureure de Paris, tous les arrondissements sont concernés. Elle a annoncé 3 ouvertures d'information, 5 convocations devant le tribunal correctionnel, ainsi qu'un nombre considérable de dossiers en attente à la brigade criminelle. On rappelle que 78 animateurs avaient été suspendus en avril dernier, dont 31 pour suspicion de violences sexuelles. Emmanuel Grégoire avait annoncé mi-avril un plan d'action de 20 millions d'euros prévoyant la simplification de la chaîne de signalement et une école du périscolaire pour mieux former les animateurs. Une convention citoyenne sur la protection et les temps de l'enfant à l'école a également débuté lundi 18 mai. Le 11 mai dernier, des syndicats du périscolaire ont de leur côté appelé à la grève jusqu'au 22 mai pour dénoncer les soupçons automatiques pratiqués par la municipalité. Les rebondissements et les accusations se succèdent dans l'affaire Patrick Bruel. L'avocate d'une des plaignantes annonce la réouverture d'une enquête pour des faits d'agression sexuelle remontant à 2015. À l'époque, la jeune femme était âgée de 19 ans et avait déjà porté plainte en 2022. Les faits se seraient donc produits en 2015 à la résidence du chanteur dans le coin de Montpellier. La victime, Ophélie Fachefer, était alors figurante sur un des clips des
les enfoirés. Après Flavie Flament ce week-end et des dizaines de plaintes pour viol ou agression sexuelle, le chanteur nie et dénonce des rumeurs parfois absurdes et écœurantes. Près de 30 femmes ont livré pourtant des témoignages accablants. Une pétition pour faire annuler la tournée prévue de Patrick Bruel est actuellement en ligne et a récolté déjà plus de 20 000 signatures. On termine avec le dossier Canac. Lundi 18 mai, le Congrès de la Nouvelle-Calédonie a rendu de justesse un avis favorable à la modification du corps électoral aux élections provinciales, un enjeu majeur dans l'archipel. Le texte visant donc à élargir le corps électoral de l'archipel a été examiné au Sénat plus tard dans la journée. Cette proposition de loi organique déposée par le député Georges Naturel prévoit l'intégration de plus de 10 000 personnes nées en Kanaki, Nouvelle-Calédonie, mais qui ne remplissaient actuellement pas les conditions pour voter. À ce texte, le gouvernement souhaite ajouter des amendements qui permettraient d'accorder le droit de vote également aux conjoints de Calédoniens depuis au moins 5 ans, soit environ 1500 à 1800 personnes, selon les éléments donnés le 13 mai par la ministre des Outre-mer, Naïma Mouchou. À croire que le gouvernement veut tout faire pour permettre aux non-indépendantistes de renforcer leur position. Le Conseil constitutionnel pourrait néanmoins retoquer cette proposition au motif d'une inégalité entre les résidents. Pour Pierre-Chanel Tuturgoro, le chef de groupe UC-FLNKS au Congrès de Nouvelle-Calédonie, je cite, « Le FLNKS est favorable à l'ouverture du corps électoral aux natifs, mais dans un accord global, pas de manière isolée. Le texte de loi organique devra encore donc passer jeudi à l'Assemblée et les élections provinciales, après 3 reports du fait de la crise générée par cette réforme constitutionnelle de 2024, doivent avoir lieu le 28 juin prochain. Merci d'avoir regardé cette nouvelle édition du Récap. N'hésitez pas à nous laisser vos impressions en commentaire si vous nous regardez sur YouTube ou via email si vous nous regardez à la télé. Et puis n'oubliez pas, on en a déjà parlé, l'avenir du média est en jeu. Nous avons besoin de 10 000 donateurs mensuels avant le 30 juillet. Et soyons fous, faites partie des 3 000 donateurs mensuels des premières 48 heures. Ce serait magique pour nous. À partir de 5 € par mois, on vous le rappelle, est défiscalisable. Alors permettez au premier média télé indé de France d'exister et de continuer à vous informer. Rendez-vous sur 10k.lemediatv.fr. Notre survie ne dépend que de vous. Merci et très bonne soirée sur Le Média.